Mali, le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta a été réélu pour un second mandat à la tête du pays, mais l'opposition dit vouloir contester les résultats par tous les moyens démocratiques. Au Comores, le procureur de la République a accusé 8 personnes arrêtées la semaine dernière d'avoir tenté d'organiser un coup d'État et de vouloir commettre un acte terroriste. Et puis en République démocratique du Congo, pays déjà touché par 2 épidémies de fièvre hémorragique Ebola cette année, une épidémie de choléra a fait 125 morts depuis le mois de février dernier dans la région du Kasaï. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Au Mali, le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta a été réélu pour un mandat de 5 ans à la tête du pays. Une victoire annoncée ce jeudi matin par le ministre en charge des élections et célébrée par ses partisans. Pendant ce temps, l'opposition dit vouloir contester les résultats par tous les moyens démocratiques. Reportage. Le président Ibrahim Boubacar Keïta dirigera pour 5 années supplémentaires le Mali avec 67,17% des voix recueillies lors du second tour le 12 août contre 32,83% pour son opposant Soumaïla Cissé. Il s'agit des résultats officiels annoncés ce jeudi matin qui doivent encore être validés par la Cour constitutionnelle. Monsieur Ibrahim Boubacar Keïta, 1 798 632 voix, soit 67,17% des suffrages exprimés. Monsieur Soumaïla Cissé, 879 235 voix, 879 235 voix, soit 32,83% des suffrages exprimés. Les partisans du président malien Ibrahim Boubacar Keïta, qui n'ont pas caché leur joie à l'annonce de sa réélection, ont célébré cette victoire dans son quartier général de campagne. Je dis que c'est le peuple qui a gagné. Le président, il a gagné dans la légalité. Donc nous sommes contents vraiment avec 76,9%. Donc on est vraiment contents. C'est le Mali qui gagne. C'est le Mali qui gagne. On veut un Mali en paix, en sécurité. Donc on veut que tous se réunissent pour la paix au Mali. Le chef de file de l'opposition Soumaïla Cissé devrait s'exprimer ce vendredi, mais son chef de campagne Thiébile Dramé estime déjà que les chiffres annoncés ne reflètent pas la vérité des urnes et résulteraient d'un trucage monstrueux. Le régime a tout entrepris pour obtenir les résultats annoncés ce matin. Instrumentalisation de l'administration, achat de conscience, bourrage d'urnes, falsification des résultats issus des urnes. Nous lançons un vibrant appel à la mobilisation citoyenne pour exercer une pression populaire pacifique et démocratique afin de faire respecter le vote des Maliens. Le taux de participation a quant à elle été faible et estimé à 34,54% contre 43,06% lors du premier tour. Au Comores, le procureur de la République, Mohamed Abdoua, a accusé 8 personnes arrêtées la semaine dernière d'avoir tenté d'organiser un coup d'État et de vouloir commettre un acte terroriste. Une vague d'arrestations avait eu lieu la semaine dernière dans le sillage du référendum constitutionnel du 30 juillet dernier. Les images. 8 personnes arrêtées la semaine dernière sur l'archipel des Comores. Toutes sont accusées d'avoir tenté d'organiser un coup d'État et de vouloir commettre un acte terroriste. Selon le procureur de la République, ces attaques visaient un certain nombre de personnalités. Le ministre des Finances, le chef d'état-major, le chef de corps de l'armée, notamment le ministre de l'Intérieur, Mohamed Daoudou. Sur les 8 personnes arrêtées, 3 ont été libérées mardi. Parmi les 5 maintenus en détention figurait l'écrivain Saïd Ahmed Saïd Touki, plus connu sous le nom de Sast, et Barhassan Saïd Ahmed, le frère de l'ancien vice-président Jafar Saïd Ahmed, récemment tombé en disgrâce. Il y a eu des perquisitions qui ont abouti à des matériels saisis, ce qu'on appelle des scellés. Il y a des banderoles. Ces banderoles, je les ai lues. Ce sont des banderoles qui ont été conçues, fabriquées
pour utiliser après avoir abattu les autorités, pris le pouvoir, et puis essayer de communiquer, de préparer l'opinion pour adhérer à l'acte. Il y a beaucoup d'argent, 12 500 000 saisis sur les lieux, sur un lieu de l'une des personnes arrêtées. Non seulement l'argent est beaucoup, mais aussi le milieu où il a été retrouvé. Quand on vient dans une maison, on veut voler, on regarde dans les tiroirs, dans le coffre-fort, mais jamais dans la poubelle. Il y a une arme, il y a deux types d'armes. Il y a l'arme MPA, dont on utilise à bout portant lorsqu'on est en face à face de la cible. Mais aussi, il y a les armes, les grosses armes, sont des kalash. Elles devraient venir d'Anjouan. Ces arrestations surviennent après de nombreuses autres intervenues ces dernières semaines et toutes liées au référendum. Des cas qui viennent se greffer à celui du leader du parti Djoua de l'opposition. L'ancien président Ahmed Abdallah Sambi est assigné à résidence depuis bientôt 4 mois. Incarcéré une première fois durant 10 jours à la prison centrale de Moroni en juin, le secrétaire général du Djoua, Ahmed El Bahwan, a été de nouveau arrêté. C'était le 31 juin. Il est accusé d'association de malfaiteurs, coups et blessures volontaires et tentatives d'assassinat. En Angola, 13 militants indépendantistes du Cabinda ont été arrêtés le week-end dernier. Ils sont accusés de violation de la sécurité et crimes contre la sécurité de l'État. Plus de précisions à travers cet élément. 13 militants du mouvement pour l'indépendance de Cabinda ont été auditionnés à la cour provinciale de l'enclave angolaise située entre les Congos. Accusés de crimes contre la sûreté de l'État, ils ont été arrêtés samedi alors qu'ils tenaient une réunion politique en vue d'organiser une manifestation. Selon un communiqué du ministère de l'Intérieur, lors de leur arrestation, du matériel de propagande hostile avec un contenu de caractère indépendantiste contraire à l'ordre public ont été saisis. Selon leur avocat, certains des militants ont été battus et souffrent de blessures. L'enclave de Cabinda produit 60% du pétrole de l'Angola, premier producteur d'or noir d'Afrique subsaharienne avec le Nigeria. Elle est régulièrement le théâtre de troubles séparatistes depuis son annexion par l'Angola après l'indépendance de cette ancienne colonie portugaise en 1975. Malgré un accord de paix signé en 2006 avec l'une des branches du FLEC, les séparatistes n'ont jamais renoncé à la lutte. Leur dernier coup d'éclat sur la scène internationale remonte au 8 janvier 2010 avec le mitraillage d'un quart de l'équipe de football du Togo lors de la Coupe d'Afrique des Nations de football. L'attaque avait fait 2 morts. La majorité des 400 000 Cabindais vivent dans la pauvreté et des associations y dénoncent régulièrement des cas de torture et de violation des droits de l'homme. En République démocratique du Congo, pays déjà touché par 2 épidémies de fièvre hémorragique et Ebola cette année, une épidémie de choléra a fait 125 morts depuis le mois de février dans la région du Kasaï. Il faut dire qu'un total de 2100 malades est actuellement pris en charge dans cette région. La République démocratique du Congo a enregistré 125 décès causés par une épidémie de choléra depuis le mois de février dernier. Il s'agit d'un chiffre confirmé par le ministre provincial de la Santé du Kasaï oriental. Selon les autorités sanitaires de la localité, les zones d'exploitation du diamant constituent des réservoirs potentiels du choléra au Kasaï oriental. 10 autres cas, dont 2 décès, ont été confirmés dans la province voisine du Kasaï central et un autre cas suspect a été admis à l'hôpital général de la capitale régionale, Kanonga. Actuellement, 2100 personnes atteintes par la maladie ont été prises en charge par des services sanitaires. Pendant ce temps, à l'autre bout du pays, une épidémie de fièvre hémorragique et Ebola, signalée le 1er août dernier, a fait 42 morts parmi les cas confirmés ou probables dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Mais avant, une précédente épidémie d'Ebola avait déjà tué 33 personnes pour 54 cas au total dans la province de l'Équateur. En Libye, un tribunal a condamné à mort mercredi 45 miliciens. Ils sont accusés d'avoir tué des manifestants qui protestaient contre le régime de Muammar Kadhafi pendant la révolte populaire de 2011. Une révolte qui avait vu la chute de l'ancien guide libyen. Les détails.
La justice libyenne a infligé la peine capitale à 45 miliciens accusés d'avoir tué des manifestants protestant contre le régime de Mouammar Kadhafi lors de la révolte populaire de 2011. Cette sentence est une première en Libye depuis la fin de la dite révolte qui renversa le guide libyen. Le verdict a été prononcé à l'encontre de 122 personnes, toutes en détention et jugées dans cette affaire connue sous le nom de périphérique d'Abou Slim, un quartier de la capitale libyenne qui était acquis au régime Kadhafi et où ont été tués les manifestants. Outre les 45 miliciens condamnés à mort par fusillade, la cour criminelle de Tripoli a condamné 54 personnes à 5 ans de prison et en a acquitté 22 autres. Une personne jugée dans ce procès qui dure depuis des années a été libérée dans le cadre d'une amnistie. Pour la petite histoire, l'affaire remonte au 21 août 2011, date du début de la libération de Tripoli du régime Kadhafi, 6 mois après le déclenchement de la révolte. Des miliciens pro-Kadhafi avaient ouvert le feu et tué des dizaines de manifestants près du quartier d'Abou Slim. Mouammar Kadhafi, qui avait dirigé pendant des décennies la Libye d'une main de fer, a été capturé et tué par les rebelles en octobre 2011 près de sa ville natale de Sirte. Depuis lors, ce riche pays pétrolier se retrouve plongé dans l'instabilité avec 2 autorités politiques rivales, le gouvernement d'union nationale à Tripoli reconnu par la communauté internationale, un cabinet parallèle dans l'est du pays soutenu par le puissant maréchal Khalifa Haftar. En Côte d'Ivoire, plus précisément à Abidjan, plus d'inquiétude à avoir lorsqu'on se retrouve dans un espace public avec son téléphone déchargé. Un jeune béninois vivant en Côte d'Ivoire a mis en place une technologie permettant aux utilisateurs du téléphone portable de se brancher gratuitement à un appareil qui sert à recharger son téléphone portable. Reportage Chris Paterne à Sémian. Au détour d'une rue du quartier zone 4 de la commune de Marcory à Abidjan, nous rencontrons Aristide. Il a rendez-vous dans ce glacier avec Karine. L'endroit semble idéal pour ses clients qui sont séduits par cet appareil. Pour l'instant, seule une dizaine de commerces à Abidjan en possèdent. La chargeur box. Je suis sortie de la maison, j'ai oublié de charger le téléphone. Et là, je suis ici, mon téléphone il est déchargé alors que j'ai un rendez-vous très important. Et je constate qu'il y a un appareil qui me permet de charger mon téléphone. Là, je suis satisfait. Mon téléphone est en charge actuellement jusqu'à ce que j'attende l'appel de mes collègues et c'est très bon. Dans ce restaurant de la commune de Plateau à Abidjan, la patronne semble avoir réalisé une bonne affaire. L'installation de la charge box dans son établissement a dynamisé son service et a augmenté ses recettes. Et depuis que cette machine est là, sincèrement, le chiffre d'affaires a légèrement augmenté. Parce que tout le monde ne sait pas. Quand tout le monde saura, je serai envahi. Personne ne peut prendre le portable de l'autre. Chacun a sa clé. J'ai permis à chaque client de prendre leur clé. C'est-à-dire quand tu mets, tu boucles et puis tu prends ta clé. Donc ça fait qu'ils sont vraiment tranquilles. Et cette innovation est le fruit de l'imagination de ce jeune béninois installé à Abidjan. Guidéal Salim est à la tête de cette start-up qui fabrique et commercialise cet appareil. Nous ambitionnons d'ici la fin de l'année 2018 mettre en place, installer 200 kiosques de recharge de téléphone dans la ville d'Abidjan et à l'intérieur du pays. Nous ambitionnons aussi nous installer dans la sous-région. D'ailleurs, le prochain cap, ce sera le Bénin et le Sénégal. Conçu pour les espaces publics, sa hauteur avoisine les 2 mètres et elle est équipée de 8 casiers de recharge du smartphone. Une révolution dans l'utilisation du téléphone mobile à Abidjan. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi.